Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, personne ne vous l'a jamais expliqué comme ça. Restez avec moi. Mais s'ils sont vérifiés, alors j'ai raison. Donc le président Tiani applique ici le principe popérien de la falsifiabilité. Il a été tellement précis cette fois-ci que les journalistes de la presse d'investigation française se sont tous mis à se gratter la tête en disant là, c'est trop précis. Les données que le président nigérien a délivrées pendant l'interview sont d'une telle précision qu'on ne peut pas ne pas prendre au sérieux ce qu'il a dit. Voilà ce que la presse française écrit. Et vous voyez la réaction du Bénin et de la Côte d'Ivoire, de Ouattara et donc du Bénin de Talon, depuis l'interview. Cette fois-ci, le président Tiani a donné les éléments de falsifiabilité. C'est-à-dire, il a donné tout ce que celui qui doute de lui peut contester. Et par là aussi, il a bloqué le radotage des gens de Ouattara, des gens de Talon ou des gens de Macron qui, littéralement, ne peuvent plus se tirer d'affaire avec un tel degré de précision dans la formulation de l'accusation. C'est très grave. En fait, les juges français, les juges ivoiriens, s'ils étaient indépendants, les juges béninois, s'ils étaient indépendants, devraient déjà se saisir de cela pour haute trahison contre le président français Emmanuel Macron. Le président fantoche de Côte d'Ivoire, Ouattara Draman, ou l'autre président fantoche du Bénin, eh bien, Patrice Talon. Si les magistrats étaient véritablement libres dans ce pays, les faits et les précisions millimétrées déployées par le président Abdourahmane Tiani sont de nature à constituer un dossier pour haute trahison. Pour haute trahison contre la France par Macron, haute trahison contre la Côte d'Ivoire par Ouattara, haute trahison contre le Bénin par Talon. Car ce qui leur est reproché a été fait au mépris de la loi française, de la loi ivoirienne et de la loi béninoise. Ce qui leur est reproché, c'est de participer littéralement à une association de terrorisme international. Et cela n'est autorisé ni par la loi française, ni par la loi béninoise, ni par la loi ivoirienne. En fait, si ces pays étaient encore ou avaient jamais été finalement des États de droit, ces individus seraient déjà pris en chasse par des enquêtes et par des procès de la Haute Cour de justice, l'équivalent de la Haute Cour de justice dans chacun de ces pays, parce que les faits qui leur sont reprochés sont graves. Donc, voilà sur le point, d'un point de vue méthodologique, la puissance de l'interview du président Tiani réside dans son extrême précision. Le président Tiani a accepté de prendre le risque d'être pris en défaut. Il a dit cette fois-ci, je vais être tellement précis que si quelqu'un parvient à démontrer qu'un seul des détails que j'ai donné est faux, alors j'ai tort. Et depuis qu'il l'a fait, silence, on fait le mort. On fait le mort à Paris. Silence, on fait le mort à Cotonou. On n'a plus sorti le fameux hypnotiseur de serpents, Wilfried Léandre Humbedi, pour venir dire sa théorie de la jalousie, qui a d'ailleurs été magnifiquement battue en brèche par le président Abdourahmane Tiani. Quant à Amadou Koulibaly, dit Hams, dit le petit Michelin, eh bien, on attend ses prochaines bourdes pour tenter de faire face à la masse nucléaire de preuves atomiques administrées par le président Abdourahmane Tiani. Maintenant, je vais entrer dans les arguments et les preuves précises qu'il a données pour que vous vous rendiez compte que l'enjeu de cette
interview pour le président Abdourahmane Tiani, c'était de rendre impossible le doute à propos des graves accusations qu'il a formulées le 29 janvier 2026. Alors, d'abord, le président Tiani, moi j'ai été très admiratif du travail qu'il a fait pour ressusciter le peuple nigérien dans sa véritable dimension historique. Excusez-moi. C'est le rhume d'Harmattan à Bamako. Alors, le président Tiani a commencé par ramener le peuple nigérien à sa réelle dimension historique. On a tendance, nous en Afrique, à définir nos nations, nos peuples à partir de 1960. Quand on va même très loin, on parle de l'histoire de nos pays respectifs à partir de la rencontre avec l'Occident. C'est un vieux défaut intellectuel de la majorité des Africains de raconter leur histoire toujours à partir du regard de l'autre, à partir du moment où l'autre les a vus. Dans la plupart des pays africains, les programmes d'études de l'histoire nationale du pays se focalisent autour de la période négrière, de la période coloniale, de la période post-coloniale. Or, la plus grande partie de l'histoire africaine, la plus immense et la plus glorieuse partie de l'histoire africaine précède la période de la traite des nègres. Elle est placée longtemps avant le 16e, 17e siècle. Ce que le président Tiani a fait, c'est d'amener les Nigériennes et les Nigériens et de nous amener tous Africains à reprendre confiance en la mémoire longue de notre civilisation. On ne peut pas faire face au néocolonialisme, à l'impérialisme, avec une mémoire courte. Parce que quand vous avez la mémoire courte, les puissances négrières, les puissances coloniales, les puissances néocoloniales et impérialistes paraissent avoir une mémoire plus longue que vous. En effet, si je suis Camerounais et que je considère que l'histoire du Cameroun commence lorsque le Carthaginois Hanon découvre le char des dieux, c'est-à-dire le mont Cameroun, sur les flancs du Cameroun, eh bien, l'histoire de mon pays natal, le Cameroun, va donc dépendre du point de vue du pays du Carthaginois. Elle va dépendre du point de vue de l'étranger, hein, c'est-à-dire de l'Occident qui prétend avoir découvert mon pays. Donc, en fait, l'histoire du Cameroun va devenir, à partir de là, une succursale, un sous-ensemble de l'histoire générale de l'Occident. Si moi qui suis né au Niger, je pense l'histoire du Niger à partir de 1958-1960. Mais les dates là, 1958-1960, sont des dates de l'histoire politique nigérienne en rapport avec l'histoire du colonialisme français. C'est-à-dire que plus nous avons la mémoire courte, plus il est facile de nous laisser manipuler par les puissances négrières, par les puissances coloniales, par les puissances néocoloniales et impérialistes. Il faut donc que nous fassions tous l'effort de nous reconnecter avec la mémoire longue et profonde de nos peuples. C'est ce qu'a fait le président Tiani. Il a amené les Nigériennes et les Nigériens à se rendre compte qu'ils sont un peuple ancien, plus ancien que le peuple français. Parce qu'en fait, dans la manière dont on a éduqué les Nigériens, instruit les Nigériens et tous les autres Africains en Afrique francophone,
Nos nations découlent de la France. La France, en tant que puissance coloniale, aurait bâti l'Afrique francophone. Donc, avant l'Afrique francophone, qu'est-ce qu'il y avait en Afrique? Essentiellement des sauvages, des primitifs. On a fait écrire dans l'hymne national du Cameroun, « Autrefois, tu vécus dans la barbarie ». C'est-à-dire qu'on est donc amené pour résister contre le colonialisme, le néocolonialisme et l'impérialisme. D'abord, il faut se doter d'une mémoire longue, d'une mémoire plus longue que le colon. Bon, alors, quand on étudie l'histoire longue du territoire nigérien, on peut remonter jusqu'au Paléolithique, a rappelé le président Abdourahmane Tchani, c'est-à-dire à 2 600 000 ans, voire 3 600 000 ans. Dans le passé. Et là, on trouve des traces de vie de peuples africains dans le Sahara et dans l'Aïr, et notamment dans la période du néolithique, entre les années 9000 et 10 000, on retrouve des traces de pratiques agricoles, la maîtrise du cheval, de la vache, la maîtrise de tous les animaux domestiques. Tout cela est reproduit sur les peintures rupestres. On retrouve la maîtrise des armes, les arcs, les flèches, la poterie, les bracelets. On retrouve la maîtrise, la technique du bronze, la technique d'extraction du cuivre. Et le président Abdourahmane Tchani de dire, il y a 10 000 ans, il n'y avait pas la France. La première organisation qui est l'embryon de la France actuelle date de la fin du 5e siècle, 481. Le territoire nigérien, rappelle l'érudit Abdourahmane Tchani, est la porte d'entrée vers tout l'intérieur de l'Afrique de l'Ouest. Citation, « Nous sommes un peuple ancien, nous ne sommes pas n'importe qui, et n'importe qui ne peut pas nous piétiner. » Donc, l'acte 1 du président Abdourahmane Tchani, c'est de rappeler aux Nigériennes et aux Nigériens et aux Africaines et aux Africains que nous sommes les plus anciens peuples du monde. L'histoire du monde doit commencer par nous. On doit raconter l'histoire du monde à partir de l'Afrique, puisque l'Afrique est le berceau de l'humanité. Or, on raconte encore aujourd'hui l'histoire de l'Afrique à partir du point de vue des puissances négrières, des puissances coloniales, des puissances néocoloniales et impérialistes. C'est le monde à l'envers, c'est l'histoire à l'envers. Le président Abdourahmane Tchani va prendre le temps d'explorer les différents empires et royaumes qui se sont développés dans le territoire nigérien actuel. Il parle de l'empire du Kanem-Bornou, il va parler du royaume du Mangeri, du royaume du Mouyo, il va parler du Sosabaki, et il va décrire les différents Lawali, les Kaigama et les Kazel qui ont régné, expliquant même qu'il maîtrisait la technologie des canons et des fusils très tôt. Il va vraiment montrer à quel point il a pris le temps d'habiter l'histoire longue de son pays. Il va nous parler du royaume du Kassan Mazumi. Il va rappeler aux Nigériens qu'un jour, leur peuple a donné un grand pharaon à l'Égypte noire. Et l'islam arrive en 622, alors que la grande histoire du Niger a déjà eu lieu. Il rappelle que les sphinx qu'on voit en Égypte, les sphinx qui sont les statuettes symboliques de la sagesse de l'Égypte ancienne, mais on en retrouve eh bien, dans le monde ancien, à Simundu, au Niger. Et de parler de l'empire Songhai, rappelant ainsi que le Niger est donc une civilisation de plusieurs milliers, même millions d'années, rappelant ainsi qu'en fait, les Nigériens ne doivent pas se penser
à partir de la présence des négriers, de la présence des colonisateurs ou de la présence des néocolonisateurs ou impérialistes avec leurs terroristes, les Nigériennes, les Nigériens, les Africaines, les Africains doivent se penser à partir de leur grande civilisation antique. Voilà pourquoi il est extrêmement important pour tout Africaine, tout Africain d'avoir lu entièrement l'œuvre de Cheikh Anta Diop. Le professeur Cheikh Anta Diop a consacré toute sa vie à déterrer et à exhumer le passé lointain de la civilisation négro-africaine. Ce que Cheikh Anta Diop a fait, c'est qu'il nous a rendu notre passé pour que nous soyons les maîtres de notre présent et de notre futur. Celui dont le passé est dicté par la présence de l'autre ne peut pas sortir de la domination de l'autre. Pour que, précisément, tu sois capable de résister à la domination de l'autre, il faut lui arracher ton passé. Car ton passé, toi, Africaine, Africain, ne se réduit pas au regard de l'Européen, au regard de l'Américain, au regard de l'Asiatique sur toi. Ton passé, c'est ce que tu sais de tout ce qui s'est passé dans ta propre histoire, dans ta propre civilisation, indépendamment du point de vue de ses ennemis. Ça a été un moment monumental. Le président Abdourahmane Tiani a pris le temps de donner goût aux Nigériens d'étudier l'histoire de leur pays. Donner goût aux Nigériennes de lire les bons livres, de se réconcilier avec la mémoire longue. Car quand vous avez la mémoire longue, quelqu'un qui est issu d'une puissance à la courte mémoire, ou en tout cas une puissance qui est née après toi, cette personne-là ne peut pas t'imposer ses quatre volontés. Ceci permet de comprendre au passage pourquoi l'Iran ne se soumet pas aux États-Unis. Mais l'Iran est né longtemps avant les États-Unis. Les États-Unis sont une civilisation d'enfants comparée à l'Iran. L'Iran, c'est une civilisation ancienne. L'Iran est littéralement représenté par Ali Khamenei. L'Iran, c'est le vieillard. C'est une civilisation qui s'est civilisée depuis très longtemps. Les Américains n'étaient même pas encore nés. L'idée même d'Amérique n'était pas encore née, que la Perse existait déjà. Mais comment voulez-vous que Donald Trump, qui est le porteur de cette civilisation hâtive, de ces 200, 300 dernières années, ce bricolage civilisationnel fait de bribes, eh bien, de la colonisation européenne en Amérique, de récupération perlée des traditions indigènes, de ce qu'on a appelé les Indiens, comment vous pensez pouvoir opposer cela au bloc perse, qui est là depuis pratiquement 2000 ans? Donc, vous comprenez pourquoi le vieux Ali Khamenei regarde Donald Trump comme un garnement. Vous comprenez pourquoi l'Afrique, qui a repris conscience d'elle-même, se rend compte qu'Emmanuel Macron est simplement un président qui est un enfant attardé. De lui, on doit dire que c'est un enfant qui a les clés de la cité. Or, malheur à la cité dont le prince est un enfant. Revoyez bien tous les qualificatifs des dirigeants africains qui ont pris leur distance avec Macron. Vous vous rendez compte que ces dirigeants se rendent compte que Macron est le représentant d'une civilisation dégénérée. Il est le représentant d'une civilisation sans racines. Il est le représentant d'une civilisation qui ne distingue plus le bien du mal, l'homme de la femme, la famille de la non-famille, l'ordre du désordre, le juste de l'injuste, une civilisation confusionnelle, où il y a des individus qui disent qu'ils ne savent pas à quel sexe ils appartiennent. Oui, c'est cela que représente justement Macron, et c'est pour cela qu'il y a un tel fossé entre lui et les dirigeants africains convenablement éduqués. Parce que lui, il n'a pas de valeur. C'est un nihiliste, Macron. Alors que l'Afrique
à préserver dans la vérité, la justice et la solidarité, 3 valeurs potomitantes avec lesquelles elle est en train de se refonder. Donc, le premier acte du président Abdourahmane Tchani aura été cet acte de restauration de la mémoire longue. Une fois qu'il a restauré la mémoire longue, alors il s'est appliqué à démontrer et à donner des preuves précises, que ces accusations contre la France, contre le Bénin de Patrice Talon ou contre le régime d'Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire n'étaient pas des accusations en l'air, mais des accusations documentées. Le président Tchani s'est mué en docteur des preuves. D'abord, il nous a donné un cours d'histoire sur l'histoire de l'exploitation de l'uranium au Niger. Avant de parler spécialement de l'incident, de l'attentat du 29 janvier, le président Tchani, parlant de la France, a remis, pour ainsi dire, l'église au centre du village. L'affaire de l'uranium. Le président Tchani nous rappelle que l'uranium a été découvert au Niger en 1959 lors des prospections et il a été découvert en même temps que le cuivre pur. Mais que le 24 avril 1961, un décret français était pris par De Gaulle pour dire que le Niger accepte et facilite aux forces de défense et de sécurité françaises le stockage des matières premières stratégiques du Niger dans le cadre de l'entretien de la défense de la France. Ces accords du 24 avril 1961 prévoyaient la limitation de l'exportation de ces minerais stratégiques par le Niger et même leur interdiction par la France qui, de fait, en prétendant reconnaître l'indépendance du Niger, la niait par là même. Donc, le président Tchani nous rappelle cette période autour donc du 24 avril 1961. Le décret français s'approprie le sous-sol nigérien. Au moment même où De Gaulle prétend proclamer l'indépendance du Niger, comme celle des autres territoires sous tutelle française d'Afrique ou des autres colonies françaises d'Afrique, la France prend de l'autre côté, par des accords iniques, trompeurs, par des accords asymétriques, des accords mystificateurs, des accords d'arnaque. La France vole la souveraineté des pays africains en proclamant leur indépendance. Une duplicité sans nom. Alors, le président Tchani est actuellement le maître de l'archive du Niger. Il nous rappelle qu'en 1967, le président Hamani Diori écrit à Jacques Foccart. Il lui écrit le 13 novembre 1967 en lui disant « C'est pas normal que la France, à travers le centre d'études énergétiques et atomiques, ce n'est pas normal que la France mette la main entièrement sur notre minerai. » Réponse le 15 novembre 1967 par Foccart. Foccart dit au président nigérien Hamani Diori qu'il devrait s'estimer heureux que le centre d'études atomiques, d'énergie atomique français exploite l'uranium du Niger. Que Hamani Diori devrait remercier la France, remercier le ciel même que la France daigne accepter d'exploiter le pourri uranium du Niger, parce que c'est un honneur que la France fait au Niger. Le 20 novembre 1968, il n'est pas satisfait. Hamani Diori écrit à De Gaulle pour se plaindre
de ce que le comité à l'énergie atomique français est en train de mettre complètement la main sur toutes les réserves du sous-sol nigérien. De Gaulle promet d'y faire quelque chose, mais il est contraint de quitter le pouvoir après un référendum en sa défaveur. Et le président Hamani Diori va continuer son plaidoyer auprès du président Pompidou. Pompidou, lui aussi, ne changera rien. Bref, en fait, à partir de 1961, nous dit le président Tchani, la France met la main sur l'uranium nigérien, sur le sous-sol nigérien, et l'exploite gratuitement. Quand il y a des propositions de compagnies allemandes et italiennes, quand il y a des propositions de compagnies japonaises